nazongi so na kati ya studio na biso po te kosolola masolo ya mboka na biso yango na yeko bwaka fichier wana siko Bon, il n'y a pas eu tellement d'avancées parce que même la première phase d'élection n'a pas commencé. C'est plutôt des démissions en cascade, en commençant par le gouvernement qu'au niveau même du président de la commission électorale. Donc nous ne savons pas où est-ce que nous en sommes, mais l'inquiétude demeure parce que les gouverneurs, en participant aux élections provinciales, c'était pour que nous devenions des députés provinciaux. Et à l'issue de ces échéances électorales, on devait lire les nouveaux gouverneurs. Mais vous avez tous suivi que finalement les gouverneurs ont été nommés par ordonnance présidentielle. Et ce qui fait que tu n'as pas présenté. Non, mon cher ami, j'ai bel et bien choisi d'être candidat, mais je ne vais pas organiser mon élection. Bon, qu'est-ce que tu as décidé maintenant? Tu vas rentrer encore pour faire ou tu vas rester comme ça? Mais on va attendre. Bon, je crois que maintenant, comme je l'ai toujours dit auparavant, il faut que nous puissions procéder par un dialogue avant d'amorcer le processus électoral. Comme ça, les règles des jeux seront partagées. Au stade actuel, la majorité présidentielle a tendance à prendre le peuple en otage et les institutions de l'État. Mais en parlant de dialogue, on a vu Moïse Katumbi qui est venu ici à Bruxelles. Il s'est croisé avec Tshisekedi et son frère Katoto. Il parle de dialogue. D'une autre part, on parle d'anti-dialogue. Et qu'est-ce que tu en dis maintenant? Parce qu'il y a deux partis qui s'opposent maintenant. Or, quand je remarque bien qu'il y avait d'autres partis politiciens qui venaient de Kinshasa, qui s'étaient appelés ici à Bruxelles par monsieur le président de l'IDPS, Tshisekedi, pour préparer leur rencontre pour le dialogue. Qu'est-ce que toi tu en penses? Bon, d'abord, je voudrais tout simplement vous dire, même les nations, je crois que notre enfance commune nous rappelle la guerre Iran-Irak. Où est-ce que nous en sommes aujourd'hui? Tu as étudié comme moi en Afrique que quand les gens ne s'entendent pas, ils vivent comme chien et chat. Mais en Europe, où nous sommes, les chiens et les chats cohabitent. Donc, tout être civilisé doit rechercher des solutions aux problèmes par un dialogue. Moi, je suis partisan du dialogue, mais pas n'importe quel dialogue, mais un dialogue dont les acteurs autour de la table seront sincères. À ce moment-là, ça va produire des résultats escomptés pour éviter de donner raison aux anti-dialogues. Les anti-dialogues se fondent sur une thèse que le gouvernement de Kinshasa ait fait mandat et il ne tient jamais à ses promesses. Vous comprenez? À la suite de ça. Mais le problème, c'est que les institutions de l'État sont prises en otage par les mêmes animateurs. Alors il faut procéder par la voie d'un dialogue afin qu'on puisse insuffler un vent nouveau, de nouvelles intelligences pour pouvoir faire avancer la gestion de la res publica. Bon, qu'est-ce que tu en penses du départ de G7? Ils ont quitté la majorité présidentielle pour former un autre parti d'opposition. Et en plus de cela, il y a aussi Moïse Katumbi qui a quitté la partie de la majorité pour rejoindre l'opposition. Et qu'est-ce que tu en penses? Quelle est la lecture que tu fais là-dessus? Ah, ok, mais je voudrais d'abord départir le sujet. Moïse était l'ancien gouverneur de l'ex-province du Katanga, tandis que les membres du G7 sont l'émanation du gouvernement. C'est à la suite de leur démission qu'ils ont constitué ce groupe de 7, qui s'est étendu. Mais ça a coïncidé 48 heures après mon arrivée à Kinshasa que j'ai commencé à vivre toutes ces démissions. Alors, les raisons, pour moi, je ne connais pas les vraies raisons. Les raisons apparentes que les membres de G7 ont avancées, c'est le fait de dire on doit respecter le calendrier, on doit respecter la constitution de la République. Vous comprenez? Est-ce que Kabila n'étant pas encore fait mandat, a-t-il oui ou non violé la constitution? Vous comprenez qu'au stade actuel, nous ne savons pas donner raison ou tort à tel ou tel groupe. Sauf qu'il s'agit tout simplement d'un désordre qui est né dans une maison. Et cette maison-là s'appelle la majorité présidentielle.
Bon, ici, on parle de Moïse Katumbi qui prépare à se présenter aux élections présidentielles. Qu'est-ce que tu en penses? Parce que quand Moïse Katumbi a quitté la majorité présidentielle, il a dit qu'il a quitté parce qu'on ne respecte pas la Constitution. Mais il y a un qui dans son parole. Parce que lui-même, dans l'article 72 de la Constitution congolaise, pour être candidat au président, aux élections présidentielles, il faut être du père et du mère congolais. Mais Katumbi, vice-versa, il n'est pas du père et du mère congolais. Il y a un hic là. Qu'est-ce que tu en penses? Bon, je suis avocat. Je ne vais pas utiliser le langage des rues. Je vous recommanderais plutôt d'aller auprès du bourgmestre de la ville, parce que ne croyez pas que même quand Moïse Katumbi était gouverneur de la ville, il ne relevait pas de la compétence de son bourgmestre de résidence. C'est là que nous sommes supposés chacun détenir un dossier physique. À ce moment-là, s'il est avéré qu'il ne répond pas aux critères, mais juger quelqu'un à la suite des apparences, ça serait plongé dans une aberration, alors que la nationalité, c'est une question essentielle. C'est un attribut de souveraineté d'un État. Et ceux qui veulent animer les institutions de la République, ils doivent remplir ces conditions. Je ne crois pas que lui, connaissant bien la Constitution de la République, qu'il éprouve un handicap. Il faudrait maintenant que sur le papier, qu'on nous démontre. Parce que c'est les conditions pour devenir chef de l'État, je peux vous avouer, ça n'est aussi trop strict pour devenir député ou gouverneur de la ville. Alors, si il estime qu'il remplit les conditions, ce n'est pas lui qui arrête les conditions, hein. Il y a une commission électorale qui fera l'étude des dossiers. Et cette commission avait étudié à son temps les dossiers des candidats gouverneurs de la ville. Et Moïse a été élu gouverneur. À ce stade, je pense qu'il faut quand même faire profiter à tout un chacun les doutes pour éviter de plonger dans les exclusions. Parce que Moïse traîne avec lui un passé de gestionnaire, pas n'importe lequel. Vous comprenez ça? Oui. Bon, avec la médiocrité actuelle, quand le chef de l'État lui-même vous dit qu'il lui manque 15 Congolais pour faire avancer le pays, et que Moïse se fait recruter parmi les meilleurs gouverneurs gestionnaires, vous voulez que je fasse quoi? Moi, je n'ai qu'un seul reproche ou une remarque à faire à Moïse. C'est que la Société nationale des chemins de fer, la SNCZ, ou ex-SNCZ, actuellement SNCC, n'a pas profité de la puissance du tout-puissant Moïse Katumbi pour faire avancer cette société-là. Il n'y a pas de train nouveau. Les salaires sont impayés. Voilà au moins, en ce qui me concerne, les bilans. Même s'il y a un PDG, il y a un ministre des Transports, mais il n'a pas pesé du lobbying, de son influence en tant que baron du régime. Voilà un peu l'unique remarque. On parle de sa richesse. Moïse lui-même a déclaré que sa richesse vient de son père. Mais le gouvernement en place dit qu'à cause de sa position, étant que gouverneur de Lubumbashi, de Katanga, c'est là qu'il a profité de cette richesse. Qu'est-ce que tu en penses? Bon, je ne vais pas trop faire de commentaires là-dessus. Je vais peut-être vous donner une phrase énigme. C'est que même Bobby Ladawa disait à Mobutu, qu'as-tu fait de moi? Ou qu'as-tu fait pour moi? Vous comprenez? C'était à chacun de tirer les conséquences de la réponse ou la réaction que maman Bobby Ladawa aurait donné au maréchal Mobutu à son temps. Nous n'avons pas été témoins, mais tous on avait appris. Qu'est-ce que tu as déjà fait pour moi, n'est-ce pas? Alors, le gouvernement de Kinshasa ne doit pas croire, ou bien du moins en ce qui concerne les animateurs, les institutions de l'État doivent être protégées par rapport à la personnification du pouvoir. Vous comprenez? Qui a fait l'autre? Chacun était dans son rôle. Chaque gouverneur doit être évalué. Que le gouvernement de Kinshasa nous montre des cotes qu'on a attribuées aux gestionnaires de la chose publique. C'est ça qui doit intéresser les Congolais que nous sommes. Vous comprenez? Si durant toute l'année, tu n'as que de bons résultats, et un jour, un enseignant se permet de dire ce n'était pas un élève intelligent, alors que dans le cours de cet enseignant, tu avais 8 sur 10. Moïse a développé la province. Aujourd'hui, nous avons une équipe de football qui a des trucs. Mais je vous dis, les points sur lesquels le gouvernement critique Moïse, ça c'est une même famille qui s'auto-critique. On doit épargner les Congolais de ce genre de... Mais en fait, ce n'est pas seulement celle. Tu te souviens des 14 lettres de Mouyambu. Il parlait de Moïse, la richesse de Moïse, que Moïse était arrivé sans sous. Il s'est fait l'argent à partir des Katanga, à partir des mines. Tu te rappelles au moins des 14 lettres de quoi? Des Mouyambu. Qu'est-ce que tu en penses? Oui, je m'en souviens. Mais le rapport à son temps entre Moïse Katumbi et les bâtonniers Mouyambu, les rapports étaient très belliqueux à l'époque, qu'on ne savait plus qui dit la vérité, qui dit quoi.
Parce qu'après, on a trouvé que c'était devenu un couple indissociable. Donc, il faut que le bâtonnier Mouyambo lui-même confirme ces propos-là. Qu'à l'époque, c'était à la suite d'une colère. Et maintenant qu'ils ont formé un bloc avec Moïse Katumbi, est-ce qu'il peut encore confirmer les propos tenus à l'époque où il était en colère? Bon, le départ de Malou Malou à la CENI, qu'est-ce que tu en penses? Parce que tout le monde dit que Balba n'était pas destitué de ça, il n'a pas démissionné, il était destitué subitement par Kabila, parce que les G7 faisaient partie qui contrôlaient la CENI. Qu'est-ce que tu en penses? Bon, c'est un accident d'interprétation, d'apprendre par la suite que Malou Malou, issu de la société civile, appartenait en quelque sorte à un groupe politique. Mais ce groupe politique ne considérait pas G7 comme une opposition. Si le régime actuel a détruit le pays, c'est avec les G7. Vous comprenez? Les bateaux, ils les laissent en train de couler. Les bateaux sont en train de chavirer. On ne va sauver personne. Parmi les G7, les membres de G7, il y a un ministre qui a animé un ministère clé pour notre survie à nous tous. C'est le ministre du Plan. Il nous laisse sans carte d'identité, sans un projet sûr. Ça, c'est en ce qui concerne le bilan personnel. Donc, revenons à Malou Malou. Qu'il ait démissionné, vous savez qu'il n'a jamais été soutenu pour qu'on en fasse un événement. Tu comprends ça? C'est-à-dire qu'il parte ou qu'il soit là. Ce n'était pas quelqu'un qui était considéré comme garant des élections libres, transparentes et démocratiques. Tu comprends ça? Donc, pour les Congolais, on dit que c'était mal nécessaire qu'il ait démissionné ou qu'il ait été révoqué. Je crois que pour nous, qu'est-ce qu'il aurait apporté? Il n'incarne pas l'autonomie ou l'indépendance qu'on reconnaît à une commission électorale dont contenu est nationale et indépendante. Vous comprenez? Il est accusé, vous voyez vous-même, dans votre question, on l'accuse d'appartenir à G7. Autrefois accusé d'appartenir à la majorité présidentielle, comme autorité ou conseiller du chef de l'État, n'est-ce pas? Mais à l'époque où Malou Malou était choisi comme président de la commission électorale, Vital Kamerhe était président du Parlement. Vous comprenez ça? Donc, il était le secrétaire général de PPRD. C'est à lui également de nous dire quelle était la moralité à l'époque de Malou Malou pour qu'on en souffre aujourd'hui. Mais tu as toi-même suivi, personne n'a adressé un courrier à Malou Malou pour lui demander de revenir. Vous comprenez? C'est qu'il n'a pas laissé de bons souvenirs. Donc, personne ne regrette de son départ comme on ne s'était pas réjoui de son arrivée. Bon, parlons maintenant des élections de 2016. La CENI déclare qu'il n'y a pas l'argent. Il y a beaucoup de contraintes là-dessus. Il n'y a pas le fichier tout ça qui est troqué, tout ça. Bon, qu'est-ce que vous êtes sûr qu'on va faire cette élection, on va aller dans le système de transition ou glissement? Bon, monsieur le journaliste, je comprends que vous êtes dans votre rôle de poser des questions, mais nous avons aussi peur de donner certaines réponses. Nous avons peur de donner certaines réponses qui risquent de constituer des visas qu'on donne à ces régimes, de s'appuyer sur des réponses qui viennent. Je vois parfois certains opposants dire les glissements s'imposent. Mais vous êtes en train de faciliter un gouvernement qui s'est arrangé en complicité avec un parlement pour ne pas mettre à la disposition de la CENI des sous. Et la CENI, dès 2012, n'a pas dénoncé que la cagnotte prévue de 2 millions, ou soit 2 millions 500 000 qui était prévue chaque mois ou chaque année, n'avait pas été versée. Je n'ai pas les chiffres exacts, mais il était question que chaque année, qu'on puisse allouer à la CENI un budget en prévision des élections de 2016. Que la CENI nous révèle ça maintenant, je crois que par solidarité, par honnêteté intellectuelle, tous les membres de la CENI actuelle devaient démissionner. Je te dis que les parjures, ça existe dans tous les secteurs. Il n'y a personne qui fait correctement son travail. Vous comprenez ça? Cet argent, si le ministre des Finances ou du Budget se rend compte que je ne l'avais pas encore payé, il n'a qu'à le verser parce que ça a été voté. Vous comprenez un peu? C'est-à-dire que l'argent existe quelque part. On ne peut pas du coup nous dire que l'argent n'existait pas. L'argent existe, mais n'a pas encore été versé à la CENI. Voilà pourquoi nous tenons, nous autres,
de proposer la tenue d'un dialogue. Et à cette occasion, nous allons inviter les acteurs internationaux pour qu'ils prennent aussi l'engagement devant témoins de venir en aide à la République démocratique du Congo, qui n'a jamais organisé par elle-même ses propres élections. Donc, il faudrait quand même que vous qui êtes journaliste, vous ne puissiez pas ignorer que vous êtes aussi des Congolais et que si vous ne vous occupez pas de cette politique, elle va s'occuper de vous. Ce n'est pas uniquement pour nous, acteurs de la société civile ou acteurs politiques. Vous devez vous intéresser à ça. Voilà comment vous devez poser la question. La CENI constate que le budget ne lui a pas encore été alloué. Mais personne ne pose la question au ministre du budget ou des finances ou au chef du gouvernement pour qu'il donne la destination de cet argent qui a été prévu. C'est-à-dire que l'argent est détourné. Il faut qu'on puisse établir seulement des responsabilités. Bon, quand je te parle maintenant, tu sais au moins les 24, ils commencent maintenant à se réveiller. Ils commencent à attaquer à côté de Kivu. Il y a encore le problème des référendums. Le honorable Diongo a parlé que le Premier ministre Matata Mpoyi a prévu dans son budget de 2016 les référendums pour le Congo. Qu'est-ce qui t'en fait comme lecture? Est-ce que nous allons partir aux élections ou nous n'allons pas partir aux élections? Toutes les ingrédients montrent que on empêche d'aller aux élections. Qu'est-ce que tu en penses? Non, en fait, comme je l'ai dit tantôt, parfois certains éléments de nos réponses redonnent des poids de la bête au gouvernement défaillant de Kinshasa, qui ne sait pas se prononcer jusqu'à ce jour. Bon, la preuve, tu as vu que le gouverneur ne passe plus par les élections. Ils sont nommés. On peut leur attribuer des noms, mais ce sont des gouverneurs. Ce sont des commissaires gouverneurs, ce ne sont pas des gouverneurs. Bon, je vais parler maintenant de l'histoire des glissements. On parle des glissements, on parle d'anti-glissement. Nous sommes dans les glissements, nous ne sommes pas encore dans les glissements. Parce que si j'analyse toute la classe politique à Kinshasa, les gouverneurs, tous ces gens, ils sont en train de glisser. Les seuls glissements qui restent, c'est le président de la République. Donc, vous ne trouvez pas que ce n'est pas correct? Tout le monde a glissé, lui ne peut pas glisser. Ah, non. Il ne s'agit pas de profiter des fruits de la vente, de la drogue. Parce que ceux qui étaient avant vous ont profité de ça. Il s'agit d'un marché illicite. Vous comprenez? Autant n'avoir pas pris part à ces deals. Parce que quand on va vous appréhender, vous serez arrêté. Donc, il ne s'agit pas ici de donner des primes. D'abord, d'ailleurs, je crois que l'honorable Mokolo Mpombo, dont je salue l'honorabilité en passant, réagissant à une intervention du ministre de l'Intérieur, qui s'est exprimé comme vous le faites maintenant, en disant, mais vous sénateurs, vous avez glissé. Il avait dit que ce n'était pas aux sénateurs d'organiser leurs propres élections pour qu'ils soient remplacés. C'était de la responsabilité de vous, gouvernement, de savoir qu'il y a tel calendrier, vous devez donner des moyens. Vous ne l'avez pas fait. Alors, ce que vous êtes en train de dire, vous dites, pourquoi le chef de l'État? Alors, le pays est dirigé par un Saint-Esprit. C'est un Saint-Esprit qui a permis aux autres institutions de glisser. Donc, pour que cet esprit-là soit équitable, il faut qu'il permette aussi au chef de l'État. Non, c'est le chef de l'État actuel qui est le garant de la Constitution et des lois de la République démocratique du Congo. Tous les jugements sont rendus en son nom. C'est lui qui doit faire respecter la Constitution et les lois de la République démocratique du Congo. Vous comprenez? Bon, en parlant de ça, qu'est-ce qui t'a fait la lecture? À part les glissements, à part les dialogues, à part le soulèvement, quelle autre solution que tu peux préconiser à cet instant ici, que nous amenons à la paix? Je crois, monsieur le journaliste, cher Carlos, on se connaît quand même, je peux t'avouer que la politique a pris en otage le peuple congolais. Aujourd'hui, la politique constitue le seul moyen par lequel on peut s'épanouir. Alors, tout le monde va de l'autre côté. De mon seul point de vue, il est question qu'en République démocratique du Congo, qu'il se mette en place une société civile très forte, puissante et constructive pour assouvir les besoins de notre population. Vous comprenez? Il n'y a pas de paix quand on a faim. Un homme civilisé, quand il entre quelque part, il a tendance à se dire, est-ce qu'il y a un café? Est-ce qu'il y a de l'eau à boire?
Mais il nous manque de tout. On n'a pas d'eau, on n'a pas d'électricité. C'est déjà la guerre que nous avons, que vous ignorez. Alors, si vous interprétez toute notre vie en République démocratique du Congo uniquement à l'apport des solutions des acteurs politiques, c'est fini. Il s'agit d'une classe de la bourgeoisie comprador, des nouveaux riches qui cherchent à consolider leurs intérêts. J'apprécierais beaucoup que tu me dises qu'un seul député a déposé sa démission parce qu'il a fait mandat. On en a déjà trouvé. Ah, mais... Diom. Oui, il avait démissionné, l'honorable Diom. Non, il avait respecté les mots d'ordre. Les mots d'ordre. À son temps du président Étienne Tshisekedi Amulumba. Mais en fait, je dois tout simplement te dire que la société civile fasse des recommandations aux gestionnaires de l'État. Peu importe les camps auxquels on appartient, l'eau, l'électricité sont des besoins primaires que chaque population doit avoir. C'est le seul souvenir qu'un dirigeant peut apporter à son environnement socio-politique. Voilà un peu ce que je demande. Je suis peut-être allé en dehors de ce que vous voudriez, mais moi je vous dis, en tant qu'acteur émergent, j'apprécierais beaucoup qu'on valorise les différents métiers afin de doter la RDC d'une classe moyenne. Bon, qu'est-ce que tu peux en dire à mot de la fin, messieurs capitaine? Bon, j'en appelle à la bonne conscience des autorités de la République démocratique du Congo de tenir une réunion extraordinaire pour se remettre en cause. Il ne suffit pas seulement de travailler, mais le travail que vous rendez doit être utile. Quel est le travail utile que nous rendons à notre population? Elle n'a pas l'eau, elle n'a pas l'électricité. Même les conditions d'hygiène ne sont pas garanties chez nous par le fait que nous manquons les deux. Même sur le plan du panier de la ménagère. Quand vous n'avez pas d'électricité, tu sais, l'argent, on n'en a pas toujours à tout moment. Une grande partie de la population de la RDC, les budgets annuels de la diaspora congolaise est évalué à plus ou moins 9 milliards. Vous ne pouvez pas aujourd'hui faire des provisions pour votre maman, votre soeur ou votre famille restée en RDC. Vous pouvez leur envoyer $500. Ils vivront toujours au jour parce qu'ils n'ont pas d'électricité. Alors que, regardez par exemple ici en Occident, tu peux t'absenter même de ta maison. Se mettre en place en RDC. Aujourd'hui, les Congolais ont développé des budgets inutiles. Les achats des groupes électrogènes. Je te dis, cher Carlos, nous courons la pollution. C'est une honte pour un pays qui a un barrage hydroélectrique puissant, capable d'approvisionner le continent africain. Et nous sommes en train d'importer des groupes électrogènes pour alimenter nos maisons. Et à 22h même, c'est coupé. Voilà un peu. Le mot de la fin, c'est se remettre en cause, redistribuer les richesses. Alors je te remercie. Colonel Moba, police criminelle, Marco Bangouli, les sages, Papa Léon Kengo Wado,